et passionné d'agilité, avouez qu'on passe une belle journée. Êtes-vous d'accord? Oui. Très belle énergie dans la salle aujourd'hui. Et c'est pas fini, le meilleur reste à venir. C'est le moment de vous diriger vers les salles au deuxième étage. C'est ce que vous avez choisi de vivre cet après-midi. Sinon, vous restez avec nous pour la prochaine conférence et je vous présente notre prochaine équipe de conférenciers. Jean-Romain Cordier est passionné par l'agilité, ce qui l'amène aujourd'hui à être coach agile auprès de diverses organisations, notamment de la fonction publique québécoise. Éric Verstuysen, initialement chimiste en France, il a obtenu son MBA à l'Université Laval en 2008. Il a contribué d'évoluer à travers son aventure dans les TI québécoises. Le titre de leur conférence, l'agilité de haut vol, surveiller les bons indicateurs. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Jean-Romain Cordier et Éric Verstuysen. Merci. Est-ce qu'on nous entend bien? Oui? Parfait, j'ai le retour aussi. Bonjour. Oui, donc, merci et bonjour d'être là. Donc, nous allons vous parler de l'agilité de vol et surveiller les bons indicateurs. Donc, on se présente. Je vous présente Jean-Romain Cordier. Je vous présente Éric, dont je ne prononcerai pas son nom, car vous l'aurez compris, il est suffisamment difficile à prononcer. Et vous aurez compris, notre thématique autour de l'aviation va nous accompagner tout au long de la présentation. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue à bord. Pour les plus anciens, ça devrait donner quelques sourires. On va vous amener à faire un petit voyage dans l'heure et demie qui va être ensemble, où on va passer à travers ces 4 destinations principales, qui va être à la mise en place du contexte. Pourquoi on vous parle d'indicateurs aujourd'hui? On va discuter un peu de comment on utilise la vélocité aujourd'hui, vous proposer d'autres types de métriques agiles qu'on pourrait utiliser avec nos équipes, et enfin, un tableau de bord à retenir qui va être un peu notre conclusion. Donc on ne va pas parler de serpent, ni de looping, ça n'existe pas dans les avions commerciaux, et pas de rugby non plus. Oui, malheureusement, l'équipe de France de rugby a été éliminée de la Coupe du Monde très récemment, et pour ce faire, j'aurais voulu prendre une petite minute de silence avec vous, mais Éric m'a dit que c'était hors propos, donc j'en suis bien navré. Et on ne parlera pas de Top Gun 2, ni de notre ami Tom Cruise, désolé mesdames. Donc, pourquoi on vous parle aujourd'hui d'indicateurs? C'est parce que quand on regarde un peu tout ce qui se passe dans l'industrie, et notamment depuis un peu le monde industriel, et ce qui se passe depuis les années 1950, c'est qu'on est formaté pour mesurer. Mesurer comment les lignes de production sont performantes, mesurer la productivité des gens, mesurer le temps qu'on passe pour faire certaines tâches. Et quand on poursuit un peu comme ça dans le domaine des TI, on se rend compte aussi que quand on parle des processus de gestion de projet, on en a même un, je ne sais plus si c'est le 4e ou le 5e, qui précise bien monitorer et contrôler. Donc on a comme une sorte de panoplie d'éléments qui nous disent il faut absolument tout mesurer. Quand on fait les cours d'introduction à Scrum ou à l'agilité, on se rend compte aussi que très rapidement, on commence à parler de mesures et d'indicateurs. Est arrivé en 2014 le livre de la famille Sutherland qui dit que Scrum, c'est l'art de faire 2 fois plus en 2 fois moins de temps. Beaucoup de gens, on se rend compte par après, ont comme fait un raccourci et ont pensé que Scrum permet de faire 2 fois plus en 2 fois moins de temps. Et forcément, tout ce qui touche l'agilité également. Donc, quand on veut faire 2 fois plus de choses, on doit être capable de mesurer cette différence-là en quantité. On a nos fameux points qui apparaissent. Et quand on dit qu'on va le faire en 2 fois moins de temps, et c'est là qu'on apparaît la mesure de la vitesse. Donc, en conclusion, est arrivé comme renforcer dans notre environnement la discussion autour de la vélocité et les points, notamment les story points ou user story points. Donc effectivement, ce qu'on va parler, bien évidemment, c'est de vélocité, de métriques et plus particulièrement de métriques agiles. Donc quand on réfléchit un petit peu et qu'on pense, la vélocité, c'est sensiblement la métrique la plus connue, la plus utilisée à travers vos équipes. Néanmoins, c'est aussi peut-être celle qui est la moins bien utilisée et qui pose pas mal de petits problèmes.
En fait, au fil des années, on s'est aperçu finalement que la vélocité qui a perdu un petit peu de sa saveur, a perdu un petit peu de sa splendeur et est devenue plus un outil qui sert à mesurer une certaine forme de productivité, une certaine forme de performance, et ça coince parce que ce n'est pas ce pourquoi elle a été créée initialement. En effet, le fait qu'on focus beaucoup sur la productivité, en utilisant cette métrique, on s'y perd un peu et on perd un peu certains des éléments fondamentaux de l'agilité. On va focuser en se disant qu'il va falloir livrer un certain nombre de points, toujours plus de points et toujours plus productifs. Et tout ça au détriment d'une qualité, tout ça au détriment d'une valeur qui est livrée à nos clients. Et c'est souvent, au bout de la ligne, c'est l'équipe qui va payer. On va mettre plus de pression pour livrer plus de points. Ce qu'on peut se dire en même temps, si on regarde ça avec un petit step de recul, c'est est-ce qu'on s'est vraiment aidé dès le départ ? Le mot vélocité, la terminologie du mot déjà, est-ce qu'on peut se dire qu'on ne s'est pas tiré une balle dans le pied ? Un petit peu, je pense qu'on aurait dû se poser la question à savoir est-ce que c'est le bon mot pour ce bon indicateur. Parce que certaines personnes pensent qu'aujourd'hui, il suffit juste d'appuyer sur la pédale d'accélérateur pour voir l'avion s'envoler. Donc si on en revient finalement à la définition initiale de ce qu'est la vélocité, donc c'est une indication de la quantité du carnet de produits qui est transformé en incrément de produits pendant une itération par une équipe Scrum suivie par une équipe de développement pour une utilisation interne à l'équipe Scrum. Tout ça pour dire que tout ceci appartient juste à l'équipe Scrum, juste à votre équipe. C'est-à-dire qu'en aucun cas, la vélocité ne devrait sortir. C'est un indicateur qui est supposé les aider et non pas être présenté à une gestion, présenté à d'autres personnes, à d'autres parties prenantes. C'est encore une fois un indicateur qui appartient à l'équipe seulement. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que l'équipe de développement va décider elle-même, en fonction de son expertise, en fonction de ses connaissances, qu'est-ce qu'elle est capable de développer, qu'est-ce qu'elle est capable de livrer dans une prochaine itération. Tout ça en se basant sur des observations empiriques. Et quand on parle d'observations empiriques, finalement, on vient faire référence aux précédentes itérations. On va se baser sur les 2, 3, 4 itérations précédentes pour être capable de se dire, dans la prochaine itération, ce que je vais être capable de livrer, ça va être ça. Et c'est là où on comprend un petit peu toute la subtilité et puis la problématique qu'on rencontre aujourd'hui. On a une espèce de dichotomie qui est apparue aujourd'hui entre ce que c'était finalement la vélocité initiale et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. On était avec un outil qui était pour l'équipe, pour aider l'équipe à mieux planifier, à mieux se structurer, à aujourd'hui un outil qui cherche à mesurer la productivité des équipes. Et elle est souvent comparée en ce moment à ce qu'on appelle un anti-pattern. Ce qu'on appelle un anti-pattern, c'est une solution courante qui était bien à un moment donné, qui paraissait bien en tout cas, et qui finalement nous apporte plus d'effets négatifs que positifs au fil du temps. Avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais qu'on revienne un petit saut en arrière et qu'on se pose la question de savoir d'où ça vient tout ça, parce que oui, nous avons une histoire. Et en fait, d'où vient la vélocité ? La vélocité vient de l'extreme programming, créé dans les années 90-2000. J'imagine que certains d'entre vous l'ont connu, moi peut-être un peu moins, dû à ma jeunesse. Donc, créé dans ces années-là, en fait, à l'époque, comment ça se passait ? Effectivement, on avait des équipes de développement qui se rencontraient, qui décidaient de planifier sur quoi elles étaient capables de travailler en fonction d'un petit peu ce même principe empirique. Elles utilisaient le Yesterday Weather, qui leur permettait de se dire qu'est-ce qu'on a livré préalablement et qu'est-ce qu'on va être capable de livrer dans la prochaine itération. Les estimations qui étaient faites se basaient en jours-personnes. Donc l'utilisation de ces jours-personnes n'apportait pas de précision. Et on le sait par-dessus tout que les individus ne sont pas bons pour faire des estimations absolues, mais sont meilleurs pour faire des estimations relatives. Ce qui fait qu'assez rapidement, finalement, on a switché pour une nouvelle manière de faire de l'estimation. Et on est arrivé avec ce qu'on appelle le ideal day, le day idéal avec ce qu'on appelle le load factor. Et ça a permis finalement de venir combler un problème et un besoin, c'est d'avoir finalement une estimation beaucoup plus précise. Bon, ça a solutionné une chose, mais en même temps, en contrepartie, ça a posé des problèmes, pardonnez-moi. Ça a posé un certain nombre de problèmes, puisque les parties prenantes n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière ce load factor. Les mathématiques ne se faisaient pas. Donc, dans un des projets dans lequel travaillait Ron Jeffrey, qui est un des signataires finalement du manifeste Agile, lui s'est retrouvé dans cette situation-là. Et pour ce faire, il
il était challengé souvent par sa gestion pour dire « je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, quelles mathématiques tu prends pour faire ça ». Et donc, ce qu'il a décidé de faire à ce moment-là, c'est tweaker un peu le système, changer un petit peu le mode d'estimation, et il est arrivé avec ces fameux story points qu'on connaît aujourd'hui. Donc, encore une fois, si on prend un petit pas en arrière et qu'on se pose la question, est-ce que ce n'est pas encore une fois là où on s'est tiré une balle dans le pied, où on a un petit peu perdu cette notion d'appartenance, que la vélocité ainsi que les estimations appartenaient juste à l'équipe, si on en revient à la définition qu'on vient de voir. Et en donnant ces outils-là un peu, on a perdu ce petit bout et on l'a laissé appartenir à une gestion qui aujourd'hui l'utilise un peu plus comme une manière de gérer un petit peu notre performance et de voir qu'est-ce qu'on est capable de livrer. Si on va un petit peu plus loin dans cet article, il y a un article de lui qui est parti en 2019 justement, et il dit cette phrase qui est quand même assez incroyable: « J'aime à dire que j'ai peut-être inventé les story points, et si je l'ai fait, je m'en excuse. » Bon, moi qui aimais beaucoup les story points, j'ai pris une bonne claque. Ça remet en perspective, ça remet en question. Mais ce qu'il veut dire à l'intérieur de ça, à l'intérieur de l'article que je vous invite à lire, c'est non pas qu'il fait une critique complète de ce qu'il a créé, mais plutôt il déplore la mauvaise utilisation qui sont faites des story points aujourd'hui. Il explique d'autres éléments, mais aussi il fait un peu une critique finalement de la vélocité en tant que telle aujourd'hui. Et beaucoup de personnes aujourd'hui issues du monde de l'agilité, dans les précurseurs, on peut parler de Ken Bengt, on peut parler de Jim Highsmith ou encore Martin Fowler, et plus récemment Doc Norton aussi, qui était présent l'année dernière. Doc, si tu nous écoutes, nous ont fait en fait une critique de la vélocité. Mais ils espèrent, pour eux, qu'on revienne à une utilisation un petit peu plus sensée, c'est-à-dire que la vélocité appartienne à l'équipe et qu'on ne l'utilise pas comme une mesure de performance. Et qu'il y a une pléthore d'autres métriques que les équipes agiles peuvent utiliser effectivement et qu'on va voir à travers cette conférence. En fait, on pourrait tout de suite faire un petit questionnaire à main levée, mais quelle est votre perception pour vous, dans votre équipe, par rapport à cette utilisation de vélocité et de story point? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous sentez que ça a du sens? Est-ce que vous sentez que vous êtes en train de livrer quelque chose qui va répondre à un objectif de l'organisation? De même, pour ceux qui sont en mode plus gestion, c'est quoi le discours que vous transmettez à vos équipes? Tu dois livrer plus de points, comme on le voit sur l'image à gauche, qui va nous dire tu dois tirer 50 flèches à la minute, ou tous ensemble, on est focalisé sur atteindre un objectif d'affaires qui va aider l'organisation et on est tous alignés pour y arriver. Donc, quand on parle souvent d'agilité, on dit qu'on est mieux d'être dans un système. On utilise l'agilité, parce qu'on évolue dans un système complexe. Le système complexe, habituellement, illustre le fait qu'il y a beaucoup d'inconnus, autant sur ce dont on a besoin pour arriver à faire nos projets, et également les connaissances que l'on a par rapport à la technologie, parce que c'est très variable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent qu'on est dans un monde VUCA, qui dit volatile, incertain, complexe, notamment, et ambigu. Jürgen Appelo, ici, nous dit même qu'un système complexe, on ne le construit pas, comme on construit une maison par exemple, mais on va le cultiver, on va le faire grandir au fur et à mesure. On parle d'itération, on parle d'émergence. Si on reprend un peu notre thématique de base, on a 3 systèmes ici qu'on vous présente. Le premier, c'est une moto. On va considérer que c'est relativement simple comme système. Ensuite, vous avez la voiture, relativement compliquée, et l'avion qui est relativement complexe. Quand on se pose la question, où est l'indicateur de la vélocité pour ces systèmes? Pour le système simple, il paraît assez simple qu'on l'a en plein dans la figure, il est ici. Pour la voiture, c'est déjà un peu plus, c'est tout aussi évident, mais on se rend compte qu'il y a d'autres indicateurs qui commencent déjà à apparaître pour nous accompagner dans la prise de décision et la conduite de ce système. Et enfin, dans l'avion, la flèche elle est grosse parce que l'indicateur il est tout petit. Ça veut dire qu'à travers cet élément-là, dans le système complexe, l'indicateur de la vélocité, parmi la pléthore des indicateurs qui existent, n'est pas le plus important. Quand on pilote, excusez pour la partie peut-être un peu plus technique à ce niveau-là, quand on pilote, on essaye d'avoir des balances et de faire des routines.
On a une routine pour voir qu'est-ce qui se passe, comme là maintenant je vous regarde tous, et une routine plus sur les indicateurs, comment va le système. C'est comme si je regardais seulement l'écran que j'ai devant moi. Quand je veux voir ce qui se passe à l'extérieur, c'est un peu comme vous regardez ce qui se passe dans vos équipes. Quand vous regardez les indicateurs, c'est parce que vous êtes focalisé sur des chiffres, des métriques. Ici, on a différents indicateurs. On a la vitesse, l'horizon artificiel pour savoir si on est bien équilibré, l'altimètre pour s'assurer qu'on vole au-dessus des arbres. On a au milieu en bas le cap directionnel pour s'assurer qu'on suit bien la direction qu'on avait choisie. Et à travers ça, on effectue une routine. Comme vous le voyez, l'indicateur qu'on regarde le plus, c'est on est stable. Ce n'est pas est-ce qu'on va vite, qu'on voit ici avec le numéro 6. Donc on essaye toujours de faire des balances et des routines entre ces deux éléments-là. Si on vole pendant la nuit ou qu'on rentre dans des nuages de pluie, un peu comme les nibostratus que vous avez en bas à gauche, et on ne voit plus rien dehors, oui, on peut se focaliser sur les instruments. C'est ce qu'on appelle habituellement le vol aux instruments. Mais on ne fait pas ça comme ça. Donc Norton, pour revenir sur ce que disait Jean-Romain, on utilise la vélocité, c'est une mesure simple, pour regarder un système complexe. Or, quand on fait du développement logiciel, tous les développeurs qu'on a ici dans la salle pourraient développer une même fonctionnalité de manière totalement différente. On se retrouve donc dans une version plus de travail créatif, et mesurer ce travail-là juste par la vélocité, c'est comme ne rien mesurer du tout. Donc, la qualité du travail et l'impact que ça a sur l'organisation et notre client est beaucoup plus important. Voilà, ça c'était notre première mise en contexte. Là, on va plus essayer de discuter et puis de vous donner des clés pour identifier quand est-ce qu'on utilise mal la vélocité. Donc effectivement, une des mauvaises utilisations de la vélocité, et la première qui est ici, c'est utiliser la vélocité du premier sprint pour prédire le futur. Alors j'imagine que certains d'entre vous ont déjà vécu cette expérience. On a un premier scénario très simple. J'ai une vélocité à la fin de mon premier sprint de 10 points. Et alors là, c'est la débâcle, c'est les cris, c'est mon Dieu, qu'avons-nous fait? Pourquoi avons-nous choisi l'agilité? Quelle erreur? On devrait revenir à un mode traditionnel, au moins on aurait livré plus. Est-ce que ça vous parle? Probablement. Le deuxième scénario, c'est là où c'est un petit peu le contraire. On arrive, on a une équipe qui explose les scores à la première itération. On a une itération de 40 points. Et là, on voit déjà le product owner en train de se friser les moustaches, en train de sabrer son champagne sur le côté en disant « Bon, c'est simple, ils ont fait 40 points, j'ai 400 points à livrer, dans 10 itérations, c'est plié, merci, bonsoir, tout ira bien. » Est-ce que ça vous parle? Pas mal, hein? Donc on sait que la vélocité, c'est pas stable. La vélocité d'une équipe n'est pas stable et ne l'est jamais. Dans le premier cas, effectivement, pas de panique, rassurez-vous, tout va bien. La vélocité va prendre et va monter petit à petit puisque l'équipe va gagner en maturité et va être capable d'apprendre à se connaître et de mieux travailler ensemble. Dans le deuxième cas, ça risque de fluctuer. Alors est-ce que peut-être au début, d'avoir 40 points livrés, est-ce que les estimations étaient bonnes? On ne le sait pas. Mais ce qu'il faut se dire, et ce qu'on lit souvent, c'est qu'il faut attendre de voir une itération, 2 itérations, 3 itérations et 4 itérations pour arriver à avoir une moyenne finalement, pour niveler un petit peu et savoir qu'est-ce qui va être plus potentiellement prédictible et quelles estimations vous allez être capable d'avoir dans les prochains sprints. Une autre utilisation, mauvaise utilisation, si tant est de dire, c'est la suivante, c'est annoncer uniquement la vélocité, juste la vélocité. C'est l'équivalent de dire, vous êtes dans un avion, vous êtes là, vous êtes bien, tout va bien, vous venez de manger, vous êtes repu, vous êtes en train de regarder votre film. Et là, le pilote vous interpelle, on vous dit, messieurs, dames, bonsoir, sachez qu'actuellement, nous volons à une vitesse de 900 km/h. Bonne soirée et bon vol. Eh bien, merci, ça me fait une belle jambe, je suis content de l'apprendre. Moi, les questions que je me pose, ça me donne plus d'angoisse. Je n'ai pas d'angoisse en avion, mais si quelqu'un me dit ça, je vais en avoir un petit peu plus. Ça veut dire, est-ce que je vais arriver à bonne destination? Est-ce que c'est normal de voler à 900 km/h? Est-ce qu'on ne devrait pas voler à 3000 km/h? Je ne le sais pas, je ne suis pas aviateur. Est-ce que je vais avoir ma correspondance? Est-ce qu'on va arriver
tout court, est-ce qu'on va avoir des turbulences? Et ces questions-là, ça n'y répond pas. Juste cet indicateur de vitesse ne vient pas répondre à mes questions à moi. Alors si on fait le parallèle finalement avec une équipe agile, et que vous arrivez à votre revue et puis vous dites on a livré 25 points. Et ça veut dire quoi 25 points? Ça me donne quoi comme information? Déjà, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on a livré? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces 25 points? Parce que c'est peut-être quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Est-ce que ça a apporté de la valeur à notre client? Est-ce qu'on a livré de la qualité? Est-ce que j'ai une dette technique à l'intérieur? Est-ce que mon équipe va bien? Est-ce que le moral de mon équipe va bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que j'ai besoin de plus d'indicateurs pour savoir effectivement si cette unité-là, dans un tout, me parle et me donne des informations concrètes sur comment va la vie de l'équipe et comment va la vie du projet? Il y a aussi d'autres phénomènes qui apparaissent avec la vélocité. Imposer une même vélocité à toutes les équipes. Quel que soit son contexte, on dit, pour des sentiments on va synchroniser tout le monde, on va mettre tout le monde sur le même rythme. Vous l'entendez aussi de temps en temps quand on vous dit tout le monde 2 semaines de sprint, alors que ce n'est peut-être pas forcément ce qui convient le mieux pour chacune des équipes. On dit, ben là, toi, petit système très ancien qui roule, tu dois voler avec l'équipe la plus récente. Quand on regarde l'image ici, je peux vous dire que l'avion qui est en avant est en train d'être en sur-régime. Il doit voler tellement vite pour pouvoir voler avec le jet qui le suit, et finalement pour pas que le jet lui rentre dedans, que son moteur est en sur-régime, les impacts sur sa structure sont énormes. C'est la même chose que vous faites avec vos équipes qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude d'aller très vite ou qui n'ont pas un rythme de livraison très élevé. De l'autre côté, quand on regarde le deuxième avion, il doit voler tellement lentement pour pouvoir suivre le premier que par les phénomènes aéronautiques, dans cette image-là, il risquerait de se crasher. Dans vos équipes, ça pourrait tout simplement se représenter par des gens qui commencent à se tourner les pouces et qui disent « j'ai rien à faire, je m'en vais ». Vous avez un phénomène, puis j'en vois quelques-uns dans la salle qui l'ont vécu avec moi, c'est comparer la vélocité entre les équipes. Vous avez déjà entendu un gestionnaire qui dit « Pourquoi l'équipe de Québec a fait 25 points alors que celle de Montréal en a fait 50 ?» C'est totalement aberrant, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes personnes, ne sont déjà même pas localisées au même endroit, ce n'est pas le même système sur lequel ils travaillent, ce n'est pas les mêmes connaissances, ce n'est pas les mêmes compétences, ce n'est pas les mêmes logiques dans la création du travail ou du code, par exemple. Donc, c'est comme ici, vouloir comparer l'avion d'entraînement au pilote amateur, que l'on voit à gauche, et dire pourquoi ça n'a pas les mêmes caractéristiques de vol que l'avion à l'entraînement à piloter au jet, et qui accessoirement fait partie des snowbirds. C'est totalement aberrant de vouloir faire ce genre de comparaison-là, et il en revient de même avec vos équipes. Il y a aussi la notion de toujours vouloir en faire plus. Dans la vidéo que vous allez voir, qui est très courte, on a l'équipe la plus agile qui existe. Elle est phénoménale. Ce sont des experts. Ils ont commencé par 25 points, ils en ont fait 30, 35, 40, 45. On leur demande toujours plus, jusqu'au moment où on perd certains indicateurs de vue. Comment ils vont? Est-ce que c'est toujours pertinent d'aller aussi vite? Et dans ce cas-là, bien que ici tout semble tout sous contrôle, on va toucher le sol. Là. Ça va créer beaucoup de problématiques et souvent vous avez des gens qui vont dire « merci, je m'en vais ». Et vous n'avez plus d'équipe. Donc c'est à moi de reprendre là-dessus, bien entendu. J'en ai pas fait d'aussi bonne encore, merci. Le niveau de pression vient de monter. Donc effectivement, c'est finalement d'augmenter toujours et de demander toujours plus à une équipe. C'est l'un des anti-patterns finalement de l'utilisation les plus fréquents et sûrement les plus néfastes qui existent auprès des équipes. Toujours leur mettre plus de pression, c'est l'équivalent de dire dans un laps de temps de 15 jours, qui est votre itération, vous allez devoir prendre peut-être 15 points supplémentaires parce qu'il faut impérativement qu'on rencontre la date de livraison. Mais 15 points supplémentaires, étant donné qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire d'un point de vue externe, peut-être que ces 15 points supplémentaires, ça veut dire que c'est carrément doubler, voire tripler le travail que je dois faire.
Donc c'est un petit peu une aberration de demander à des équipes de toujours augmenter les points, toujours augmenter les points, toujours augmenter les points. Sous-entendu, on veut plus de productivité. Et ça vient bafouer deux choses. La première, c'est ce qu'on a vu au début, c'est la vélocité. La vélocité, c'est l'équipe qui décide de sa capacité, c'est les experts qui sont en interne, qui sont capables de dire ce sur quoi ils peuvent travailler et ce qu'ils seront capables de livrer à la fin du sprint. Le deuxième, qui est un principe agile, Eric. Eh oui. Oui, forcément. On l'a bossé en plus. Donc il faut toujours avoir un rythme soutenu et soutenable. Et ce, autant pour les gens de l'équipe que pour les commanditaires, les stakeholders ou toutes vos parties prenantes dans l'organisation. Donc effectivement, en ayant bafoué ces deux éléments-là, est-ce qu'on parle encore d'agilité? Si tenté de le dire, oui peut-être, mais ça commence à être un petit peu tiré par les cheveux. Et en plus, en demandant à vos gens de travailler plus, c'est de les forcer finalement à être multitâches, à travailler plus, donc à faire plus de tâches en même temps. Et dans une étude récente, et je vous donnerai les nombres après, je voudrais savoir, dans cette salle-là, qui estime être une personne qui est capable de faire plusieurs tâches en même temps de manière efficace? Je voudrais un petit lever de main, s'il vous plaît, pour identifier. Très efficace, je suis efficace, je fais plusieurs tâches en même temps et puis je suis capable de livrer à chaque fois. Levez bien haut la main, s'il vous plaît. Un peu plus haut les mains. On va prendre les noms à la fin. N'ayez pas peur. Parfait, bon, on va dire un 10% de la salle environ, 10-12% de la salle. Il y en a qui trichent un peu. Qui trichent. Donc l'étude qui est sortie prouve qu'en fait, c'est uniquement 2% de la population qui sont capables de faire du multitâche et d'être efficace en faisant du multitâche. Et pardonnez-moi messieurs, mais je pense et je suis convaincu que sur ces 2%, 1,99% sont des femmes. Merci. Ça, je te l'avais dit. Vous voulez remporter le cœur des femmes. En plus de ça, c'est pas tout. C'est que demander toujours plus finalement à ses équipiers, il y a un autre paramètre à prendre en compte qui est le cost switching. Cost switching qui fait que en fait, l'humain n'est pas capable de faire trop de tâches en parallèle et qu'il lui faut un certain temps pour se recalibrer, pour passer d'une tâche à une autre. Et on parle environ d'un 20% de coût finalement de cost switching qu'on perd. Et tout ça... Tout ça, en gros, dans une seule et même boucle. Une dernière étude qui a été faite par l'association psychologique aux États-Unis, je n'ai plus le nom exact, pardonnez-moi, mais a révélé qu'on peut perdre jusqu'à 40% de sa productivité. 40% de sa productivité. Je vais demander de plus travailler, tu vas être sûrement pas capable de me livrer les choses, ça va peut-être être pas fait de la bonne manière, peut-être pas de la bonne qualité, mais en plus de ça, je vais perdre 40% de ma productivité. Donc, en tant que PO, en tant que gestionnaire, en tant que chargé de projet, avant d'arriver à demander finalement à vos gens de travailler plus, posez-vous la question peut-être, qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce qu'on est capable de prioriser nos affaires? Oui, c'est une chose, on a une date de livraison, mais qu'est-ce que je dois prioriser? Qu'est-ce que je dois mettre de l'avant plutôt que de leur enfoncer du travail et de leur dire livre-moi ça à tout prix, j'en ai besoin pour le 24. Donc bien entendu, il y a un certain nombre d'impacts... Vas-y. Il y a un certain nombre d'impacts qui sont inhérents aux mauvaises utilisations qu'on vient de voir. L'un des plus connus, c'est les fausses estimations, c'est l'inflation de l'estimation. Alors ça, c'est courant et ça se fait assez simplement finalement. On arrive, on met la pression à nos équipes, on leur dit il faut que tu livres plus, il faut que tu livres plus, il faut que tu livres plus. À force de prendre la pression, il y a deux alternatives. La première, c'est qu'au moment de la planification, je vais avoir peut-être mon développeur qui va me dire « Oula, j'ai de la pression, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je livre plus de points, je suis un peu stressé, j'ai une histoire que j'évalue à 5, je vais peut-être la mettre à 8, mais juste pour être sûr. » Donc ça, c'est une inflation, c'est ce qu'on appelle une inflation. Alors soit il va le faire de manière consciente, parce qu'il va se dire écoute, ils veulent plus de vélocité, tu vas voir, je vais en donner de la vélocité moi. Soit ils vont le faire de manière inconsciente. Je vais me laisser un petit laps de temps parce que je veux être sûr d'être capable de livrer et puis de rentrer dans le scope de ce qu'on m'a donné comme livraison. Donc c'est un élément à prendre en considération. Un autre élément aussi, quand on parle de comparer des équipes, on parle de normalisation des pratiques. En parlant de normalisation des pratiques, on parle de normalisation d'une volonté finalement que toutes nos équipes à l'échelle de l'organisation aient la même vélocité.
vous voulez s'apprécier et puis penser ce que vous en voulez, à mon sens, c'est assez embarrassant et j'ai du mal à envisager comment ça peut être fait, au vu du fait que pour arriver à normaliser tout ça, il faudrait déjà normaliser la manière de faire des estimations. Pour certains d'entre vous, vous le savez qu'il existe un bon nombre de manières de faire des estimations. Les story points qui sont les plus connus, les gummy bears, pour les amateurs de petits bonbons, et bien d'autres. Donc déjà, une fois qu'on aurait réussi à normaliser un petit peu ces manières de faire, il faudra normaliser les pratiques. Ça commence à se complexifier et j'ai du mal à envisager comment ça peut être fait. Si on y va après dans les autres impacts, je demande plus de vélocité. Qui dit plus de vélocité, je vais être capable de livrer, mais il y a des choses que je vais peut-être mettre de côté finalement. Je vais peut-être tourner les coins ronds parce qu'il faut que je livre impérativement parce que j'ai une date. Donc je vais faire baisser la qualité. Je vais peut-être me donner une dette technique. Ça va peut-être me donner une dette technique au bout de la ligne. Au bout de la ligne, mon client va être insatisfait parce que je vais lui produire quelque chose qu'il n'aimera pas ou qui ne fonctionne pas. Et puis mon sentiment de satisfaction, moi, d'une part, j'aurai le moral dans les chaussettes parce que je n'aurai pas livré quelque chose de qualitatif. Et en plus de ça, j'ai la pression à tous les jours de me faire dire qu'il faut que je livre plus, qu'il faut que je livre plus. Donc c'est un petit peu ça les impacts qu'on retrouve de la mauvaise utilisation. Il y en a bien d'autres, mais ceux qu'on a identifiés aujourd'hui et ceux qu'on voulait vous présenter. Il y a même des impacts qu'on pense positifs, mais qui au final et à long terme ne le sont pas. C'est par exemple un PO qui a vu que l'équipe était super performante, voit que dans son backlog, tout a été fini, puis qu'il reste du budget, qu'il reste du monde et qu'on est encore capable de faire. Cette personne-là va certainement dire « Ah tiens, telle fonctionnalité qu'on avait dit qu'on ne ferait pas, on va la faire. » Mais il y avait des bonnes raisons initialement pourquoi on ne voulait pas la faire. Et des fois, de vouloir continuer à aller plus loin, ça va pousser à peut-être des coûts de maintenance qui vont être beaucoup trop élevés par rapport à la valeur que ça rajoute. Je remercie Pavel pour ce petit point. Si on revient un peu sur la théorie autour de la vélocité, on a nos amis ici de Scrum.org, mais on a aussi le manifeste Agile. Nulle part dans ces documents-là, nous parlons de vélocité. Par contre, ils s'entendent à dire tous les deux qu'un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement. Donc, il est plus important de voir ce que nous livrons, le logiciel opérationnel, que de savoir si ça prend 50 lignes de code, 100 lignes de code, si on est capable de les livrer en une journée ou 2 journées. Si on a 2 développeurs qui développent à un rythme différent, mais qui livrent la même qualité derrière et puis la même valeur d'affaires, peu importe leur rythme de travail, l'objectif de l'organisation, l'objectif financier des fois, il est atteint. Si on vient sur les statistiques autour de la vélocité, on a Version 1 qui publie leur rapport annuel. Les tendances entre 2016 et 2017 a été une baisse de l'utilisation de la vélocité comme mesure principale de succès pour les projets agiles de 25 points de pourcentage, pas des story points. On a, à contrario, une augmentation de la mesure de la valeur d'affaires qui est livrée de 20 points et la mesure de la satisfaction du client qui augmente également de 20 points. Autre phénomène qu'on a souvent vu avec la mesure des points et leur utilisation et la vélocité, c'est les burn-down charts. Ici, on voit entre 2016 et 2017 une baisse de 24 points également pour l'utilisation de ce genre de métrique. Si on regarde avec le rapport qui a été publié cette année pour 2018, donc qui nous permet de voir la tendance entre 2017 et 2018, on a encore une baisse de la vélocité de 4 points. Donc voilà, j'espère qu'on vous a permis d'identifier et d'avoir des clés pour vous, chez vous, à la maison, à l'organisation, dans vos équipes, pour être en mesure d'identifier des mauvaises utilisations de la vélocité. Et de commencer, d'initier des conversations pour essayer de faire autre chose. Et pour cette occasion, on va vous parler d'autres métriques agiles que vous pouvez utiliser. Donc, comme toute bonne ligne aérienne qui se respecte, vous venez de manger, on va rentrer dans une zone de turbulence, donc attachez vos ceintures. Dans un premier temps, on va passer à travers les niveaux de vol de Klaus Leopold. On va parler de valeur d'affaires sans trop creuser, parce qu'il me semble que Patricia Kang va en parler tout à l'heure aussi.
On va parler de lean et de prédictibilité, des budgets et enfin de l'équipe. Au niveau des niveaux de vol, très beau doublé. Pour ce qui concerne les niveaux de vol, Klaus Leopold identifie que c'est surtout une stratégie pour essayer de faire évoluer une organisation. Mais à travers l'utilisation qu'on peut en faire et des métriques qui peuvent exister pour chacun des niveaux, on peut établir différents points de vue pour concerner tout le monde. Un des éléments en particulier pour le niveau de vol stratégique qu'il considère le plus élevé, donc d'avoir la vue la plus haute possible pour l'organisation, qu'on pourrait considérer dans d'autres compagnies comme un point de vue plus affaires ou gestion de portefeuille, ça serait de regarder le ratio de projets qui sont livrés à temps, de regarder quel est le temps de mise en marché moyen, de regarder notre satisfaction du client. On a l'outil plus traditionnel du Net Promoter Score et de par certaines critiques qui ont émané de cet outil-là, David Anderson a développé le Fit for Purpose également. Ça revient un peu à regarder la carte ici qui nous illustre des chemins en hélicoptère, des vols d'hélicoptère que vous pouvez faire au-dessus de la ville de Montréal. À ce niveau-là, je ne vous dis pas que vous allez passer à droite, à gauche ou juste au-dessus du stade olympique. Par contre, je vous dis qu'avec n'importe lequel des vols que vous prenez, vous allez certainement passer au-dessus. Ça me permet aussi d'identifier combien de vols je pourrais faire dans une heure, dépendamment du trajet. Si on descend d'un niveau où Klaus Leopold parle plus d'un niveau tactique, qui correspond beaucoup plus à une collaboration entre divisions, ou en tout cas division d'une organisation, excusez-moi. Donc là, on va plus chercher à planifier comment on va pouvoir évoluer dans le temps, comment on va pouvoir s'améliorer en fonction des feedbacks qu'on reçoit par les niveaux en dessous et des commandes des fois qu'on va recevoir d'au-dessus. Donc on pourrait valider ici sur différents critères ou paramètres des différentes métriques, le nombre d'éléments livrés, qui serait un peu notre débit d'une certaine manière, le nombre de bugs en production, et un taux de consommation de l'investissement, parce qu'on s'est fait donner une enveloppe qu'on doit consommer. Ça revient un peu à la carte que vous voyez ici, qui en fait représente le tracé un peu plus précis, pas forcément de notre vol d'hélicoptère, parce que là on parle de Poitiers et plus de Montréal, mais qui nous permet de voir quelles sont les zones dans lesquelles je vais pouvoir aller, quelles sont les fréquences radio que je vais pouvoir utiliser pour rester en contact avec le sol et m'assurer que tout le monde est au courant de ce qui se passe. Enfin, on a un niveau, ce qu'il appelle opérationnel, qui lui touche plus la coordination, qu'on pourrait voir plus au niveau day-to-day avec les équipes qui réalisent, ou à chaque cycle ou sprint, dépendamment de la manière dont vous évoluez, va vous permettre de suivre, notamment à travers un delivery rate, le taux de livraison de l'équipe, comment évolue l'équipe et comment elle arrive à être productive, d'une certaine manière. Ce delivery rate est utilisé avec le WIP, le travail en cours, et un temps de cycle moyen, ce qu'on verra un peu plus tard pour préciser exactement ce que c'est. On peut faire un peu le parallèle avec l'exemple ici de plan de vol que vous avez, souvent que vous allez retrouver sur le genou d'un pilote pendant qu'il conduit, ou de manière plus informatisée aujourd'hui, où il a établi, avant de partir, en fonction de la destination qu'il doit aller, les conditions météorologiques, son cheminement entre les points A, B, C, et s'il avait prévu, par exemple, 5 minutes entre le point A et B, il va le valider pendant qu'il vole. Pendant son vol, s'il voit il avait sous-estimé le vent de face, il a pris 6 minutes au lieu de 5, il va le marquer et il va aller ajuster son trajet B et C en fonction de cette information-là. C'est du live, c'est de la mise à jour directe. Au niveau de la valeur d'affaires, la première chose que je pourrais vous dire, c'est connectez-vous à vos clients. Ici, on a une situation où pour faire le vol de Québec à Toronto,
Vous pourriez partir de Québec le matin à 7h30 et arriver à Pearson, à Toronto, à 9h. Mais vous allez avoir 1 heure de trafic supplémentaire pour vous rendre au centre-ville. Dépendamment de ce que vous recherchez à travers ce vol-là, est-ce que vous cherchez plus de nourriture? Est-ce que vous cherchez plus de confort? La compagnie aérienne va certainement venir combler ce besoin-là. Mais il va y avoir un coût qui va y être associé. A contrario, vous pourriez accepter, pour moindre coût, de faire un vol Québec-Montréal, Montréal-Billy Bishop, qui est l'aéroport qui est sur le lac Ontario. Vous allez arriver plus ou moins dans les mêmes heures. Oui, vous avez un peu plus d'attente à Montréal, mais vous avez juste un traversier à prendre pour vous rendre au centre-ville. Forcément, sur ce genre de vol-là, vous allez peut-être avoir moins de nourriture et du confort beaucoup plus rustique. C'est un peu la stratégie qu'ont mis en place les low-cost. Vous avez les compagnies aériennes traditionnelles qui vont chercher à être le plus, se montrer plus et vous offrir le plus possible, mais avec le coût qui va avec. Et des low-cost, comme vous avez en Europe principalement, qui vous permettent de faire un long de Paris pour 75$. Ils prévoyaient même de laisser les gens debout dans les avions dans les années à venir. On va faire attention. Il y a aussi une forme de priorisation. On entend souvent parler de retour sur investissement quand on parle de valeur d'affaires. Une des manières qu'on peut faire, un peu basée sur les travaux de Reinhard Stein, puis c'est plus une technique personnelle, mais que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, qui aide à voir comment on pourrait avoir la discussion entre les gens d'affaires et les gens des TI pour prioriser des objectifs. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire que le retour sur investissement, il ne peut être qu'envisagé. Vous pourrez le mesurer et valider ce que vous aviez prévu une fois que vous allez le mettre en développement. Une fois ça dit, on peut classifier, comme vous le voyez ici, les différentes catégories. Dans un premier temps, tout ce qui va nous permettre d'avoir un effet wow ou bonus par rapport à la valeur d'affaires ou le retour sur investissement, c'est certain qu'on va chercher à le faire. Par contre, il y a des éléments qu'on ne va surtout pas faire. Par contre, il y a des éléments qui se retrouvent un peu au milieu, mais ceux-ci, on va essayer de les ramener dans les catégories premières pour finalement les faire ou ne pas faire, dépendamment des différentes discussions qu'on peut avoir. Enfin, rapidement, pour brosser rapidement le portrait, nous avons le coût du délai. Si on regarde rapidement les 3 fonctionnalités ici qu'on a livrées, tout ça, vous pouvez le retrouver dans un excellent livre, Practical Kanban de Klaus Leopold, qui nous dit, dépendamment de comment vous organisez la séquence de livraison de vos fonctionnalités, vous pouvez gagner à peu près ici, lui il l'a mis en euros dans son livre, mais 125 000 $ juste en changeant la priorisation des choses, la séquence des choses. Les personnes qui travaillent sur ces fonctionnalités n'ont pas mis 1 heure de plus. Effectivement, oui, pardon. Je pensais que c'était toi qui annonçais. Effectivement, on va parler un petit peu plus, un peu de lean et un peu de prédictibilité, pardonnez-moi. C'est ça, donc en fait, si on parle de temps de cycle et de lead time et de time cycle, c'est des principes qui nous viennent donc, du Lean et du Kanban, et c'est des mesures qui sont quand même importantes parce que ça nous permet de regarder un peu comment fonctionne l'équipe, mais aussi c'est une manière de voir un petit peu comment circule le travail à l'intérieur d'un système. Donc le lead time, tout bonnement, je vais vous mettre en perspective. Si vous allez chez Starbucks, une fois que vous avez passé votre commande chez Starbucks, vous avez payé, votre commande est partie, vous commencez votre lead time. Une fois que vous avez réceptionné votre café, votre lead time se termine à ce moment-là. Pour ce qui va être du cycle time, le cycle time, on parle vraiment de travail effectif, pas vraiment du travail qui est fait. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que votre demande est faite, c'est à partir du moment où le barista va récupérer votre café et va travailler sur votre café, et vous allez être servi. Ceci représente votre temps de cycle.
Donc ce qui est intéressant dans ces deux mesures, la première, c'est que le lead time nous permet d'avoir une visibilité sur la prédictibilité qu'on est capable de produire et d'offrir à nos clients. C'est-à-dire qu'avec avec un petit peu d'expérience, on va être capable de se dire qu'on est capable de livrer une certaine cadence et on va être capable de regarder, voir si on est capable d'optimiser. Si on regarde à l'intérieur du temps de cycle, notre temps de cycle, c'est notre processus finalement de production. Dans un Kanban très traditionnel, c'est à faire en cours terminé, donc on fait en cours terminé, mais il y a des processus qui sont un peu plus complexes et ça va être de regarder à l'intérieur, savoir qu'est-ce qu'on est capable d'optimiser, qu'est-ce qu'on est capable d'améliorer pour réduire notre temps de cycle. L'autre apport qui est intéressant, c'est de regarder si je soustrais mon temps de cycle à mon lead time et que je m'aperçois que le temps d'attente dépasse le temps de cycle, c'est que j'ai un méchant problème et qu'il faut que je me pose des questions. Ça veut dire que si j'arrive au café et que je commande mon café et que j'ai une attente de 45 minutes pour un café qui prend 2 minutes à faire, il y a peut-être un problème. Et dans ces cas-là, l'entreprise doit se poser des questions et doit améliorer sûrement l'efficacité. Donc, est-ce qu'on va automatiser un certain nombre d'affaires? Est-ce que je dois engager du staff ou est-ce que je dois mettre des limites? Je voudrais vous mettre en perspective, étant donné qu'on est dans la thématique de l'aéroport, pensez que vous partez en vacances bientôt, l'hiver s'en vient, on veut tous aller dans le sud où il fait plus chaud. Vous avez ici à peu près votre lead time qui représente finalement votre passage à un aéroport. À partir du moment où vous rentrez dans l'aéroport, vous allez rencontrer cette première personne de la sécurité. Puis ensuite, une fois que vous êtes enregistré, vous avez vu la sécurité, vous allez vous déplacer finalement jusqu'à votre porte d'embarquement. Une fois arrivé à votre porte d'embarquement, vous allez embarquer, vous allez atterrir. Une nouvelle fois, vous allez voir cette personne de la sécurité. Et puis pour terminer, vous allez récupérer vos valises et vous allez être parti. Votre lead time comprend du moment où vous rentrez dans l'aéroport jusqu'au moment où vous sortez. Votre temps de cycle, et là on l'a découpé en plusieurs étapes, va commencer à partir du moment où vous allez vous enregistrer. Et en étant un petit peu plus granulaire dans notre temps de cycle, on est capable d'identifier un certain nombre d'éléments et un certain nombre d'espaces finalement et de processus, un membre du processus où il y a des bloquants, où il y a des possibles optimisations à faire. Puis beaucoup d'aéroports aujourd'hui se sont prêtés à l'exercice pour essayer d'améliorer leur processus, pour fluidifier le passage, pour améliorer le service à la clientèle, parce que c'est pas vrai que d'arriver 5 heures à l'aéroport avant pour un vol d'1 heure, ça fonctionne. Donc on va vous présenter un certain nombre d'exemples, mais je ne les passerai pas tous, vous aurez sûrement accès à la présentation, mais l'exemple le plus probant que je voudrais vous ramener, c'est à l'aéroport de Londres, à l'aéroport d'Heathrow. Il y a eu l'optimisation du trajet après enregistrement. Ce qui se passe, et ce qui se passait, je trouvais ça aberrant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne sortait de la sécurité et qu'il fallait qu'elle se rende à sa porte, elle avait tendance à se perdre et à manquer son vol. Le problème, c'est que ce n'était pas une personne. À Londres, c'était 15 400 personnes par mois qui se perdaient dans l'aéroport, ne sachant pas trouver leur porte d'embarquement. C'est aberrant à quel point ça coûte cher pour l'organisation, à quel point ça coûte cher pour la personne. Si j'ai un meeting, bref, on comprend bien qu'il y avait une problématique. Donc en découpant un petit peu plus notre processus et en regardant de manière plus granulaire là où j'ai des enjeux, je suis capable d'optimiser. Et on a réduit ces 4400 après la fin du projet à seulement 10 personnes qui se perdent et qui n'arrivent pas à trouver leur avion. Donc on voit qu'il y a des améliorations qui sont faites. Donc c'est pour ça que ces éléments sont intéressants à prendre en considération et ces mesures sont importantes à regarder. Et ces initiatives, ce n'est pas juste un trip de gestionnaire ou d'organisation. Il y a un réel sentiment d'urgence qui apparaît auprès des aéroports et des compagnies aériennes, car il est prévu qu'à peu près 6% d'augmentation de trafic et de passagers dans les prochaines années. Donc ils ont besoin d'optimiser leurs différents processus au moment où vous rentrez dans l'aéroport jusqu'au moment où vous en sortez. On revient au même avec vous quand vous développez des applications, que vous faites de la maintenance ou que vous faites des évolutions et que vous sortez des nouvelles applications. Quand vous allez recevoir des bugs, il faut avoir la capacité de les traiter. Donc, d'une certaine manière, il faut que vous ayez en place des processus efficaces, optimisés, qui vous permettent de ne pas surcharger l'équipe actuelle.
Et effectivement, avec l'arrivée des nouvelles technologies, en l'occurrence de la biométrie, c'est vrai que ça facilite un certain nombre de choses. Pour moi, par exemple, quand j'arrive en Europe, je n'ai plus à attendre une éternité dans une file d'attente pour voir un douanier qui va scanner mon passeport en me disant « Est-ce que vous êtes bien cette personne-là ?» Oui, quand même, on a la photo, on se regarde droit dans les yeux. Donc ça facilite un petit peu et ça fluidifie un peu. Donc j'ai plus qu'à scanner pour rentrer. Mais il y a d'autres aussi technologies qui permettent cette fluidification. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder ce qui se fait aujourd'hui. Et puis quand vous voyez cette personne sur l'image, oui, vous voyez son regard inquiet. Elle a l'air bien, mais ce système de sécurité a été mis en place pour une simple et bonne raison, c'est pour aller plus vite. Ça vous permet deux choses en l'occurrence, donc d'aller plus vite, et d'autre part d'éviter de passer un petit moment intime pendant 15 minutes dans une salle sombre de l'aéroport avec une personne gantée. Donc c'est un avantage quelque part. Et puis il y a un bonus aussi grâce à ça, c'est que pour toute personne qui est hypocondriaque, vous passez à l'aéroport, un scanner et c'est reparti. Quand on commence à parler de temps de cycle et de lead time ou de délai de mise en œuvre, on parle beaucoup de nuages statistiques et tout ce qu'a développé comme outil et de métrique Daniel Vacanti. Ici, quand on reprend un peu des exemples de son outil Actionable Agile, on se rend compte qu'on est rapidement capable d'identifier certaines tendances. Mais on est aussi capable de dire à des gens, à des gestionnaires et soi-même à l'équipe, si on reçoit de nouveaux éléments à développer, on a certains percentiles qu'on utilise ici, donc 85% de probabilité qu'on va sortir cette carte dans le délai ici, par exemple, de 23 jours. Donc ça nous permet d'une certaine manière de rassurer des gestionnaires sans trop focaliser sur la vélocité, mais ça nous donne des poignées pour aller plus loin par rapport à ce que l'équipe pourrait faire et ce que vous avez comme projet à réaliser. En passant, la petite aparté que vous voyez ici à droite, c'est quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « en moyenne, ça va prendre 10 jours », il vous dit qu'il y a 50% de chances que ça arrive. C'est pour ça qu'on va chercher des percentiles qui sont un peu plus élevés, à 85-95%, pour avoir plus de chances que ça arrive. Vous avez forcément les diagrammes de flux cumulés que vous avez certainement déjà vus dans Jira, pour ceux qui l'utilisent, ou le plus important ici, ou en tout cas le plus intéressant, je trouve, c'est les deux lignes de débit, ce qui rentre et ce qui sort. Ici, dans cette situation-là, on voit qu'on a une équipe relativement stable. Si vous aviez ces deux lignes-là qui se rapprocheraient, ça voudrait dire que votre équipe est en train d'éliminer son travail en cours, de manière plus rapide que ce qui rentre. Donc, vous avez des actions à poser à l'entrée du pipeline pour augmenter le débit de ce qui rentre. Si, à contrario, elle venait à s'écarter, ça voudrait dire que vous êtes en train de jammer votre système parce que vous accumulez de plus en plus de travail en cours et ça ne sort pas. Autre point que j'aime, puis je sais que Stéphane est dans la salle, puis c'est lui qui m'a beaucoup initié à ce genre d'indicateur, c'est le vieillissement du travail en cours. C'est un outil que j'apprécie beaucoup et que j'ai même présenté récemment à un de mes clients qui a dit « Waouh, ça nous permet de faciliter nos discussions et nos priorisations notamment ». Ici, dans ce cas de figure-là, le code couleur nous dit si on est en train d'augmenter notre temps de cycle ou si on est en train de le diminuer. Mais surtout, ce que ça nous dit, c'est que les cartes qui sont justement dans le orange ou dans le rouge sont en train d'augmenter notre temps de cycle. Donc, d'une certaine manière, on devrait mettre nos efforts pour les sortir du système, pour pouvoir en embarquer des nouvelles. Si vous avez des cartes, ça fait longtemps qu'elles sont dans votre système, et que vous continuez à en rentrer, celles que vous rentrez vont prendre tout aussi longtemps, voire même plus, avant de sortir. Et enfin, les fameuses simulations de Monte-Carlo qui vous permettent, basées sur toutes les données que vous avez récupérées, de prédire, notamment dans ce cas-là, quand est-ce qu'on est capable de livrer avec l'intervalle de confiance à 85%. C'est un peu faire du BI avec les données de l'équipe pour justement être capable d'optimiser l'ensemble de la situation et d'avoir de bons indicateurs pour la prédictibilité de l'équipe. On va aller sur les budgets. Je vais y aller de manière soft, pour pas que ça devienne trop lourd pour tout le monde. Et j'ai pas vu de masque à oxygène non plus en haut, donc malheureusement, on va devoir y aller
direct. Beyond Budgeting est pour moi vraiment une tendance importante à suivre, où, comme ici la compagnie Southwest qui l'a adopté depuis bien longtemps, on est capable de changer un peu la culture autour des finances dans une organisation. Outre Southwest, vous avez Google, vous avez Toyota, vous avez Ikea, vous avez Aldi, qui est une grande chaîne de supermarchés en Allemagne, qui ont adopté cette optique-là pour améliorer leurs finances, mais aussi leur performance organisationnelle. À travers leurs 12 principes, dans Beyond Budgeting, on est capable de mieux cerner le monde qui change, le fameux VUCA, d'adapter nos processus d'affaires et donc d'adopter des cultures de leadership, de la gestion des processus et une information des systèmes des systèmes d'information qui est bien plus performante. Dans la même veine, c'est comme si on passait de l'âge industriel à l'âge de l'information. Donc passer de la gestion d'une certaine stabilité à une gestion de l'évolution de notre organisation dans un monde VUCA. Ici, ça a été traduit pour ceux qui connaissent bien Beyond Budgeting, mais ceux qui ne connaissent pas aussi, entre le modèle traditionnel et un modèle plus décentralisé qu'on entend souvent quand on parle d'agilité, un peu d'auto-organisation, les organisations de la Loue, on est capable d'orienter vers une décentralisation des décisions. Parce que ce n'est plus une personne qui dirige, qui est au centre de l'organisation, mais c'est le marché qui dicte les lois auxquelles l'organisation doit être capable d'être agile et de répondre de manière agile. Et vous avez également ce qu'on appelle la vue un peu plus systémique, ou le system thinking, qui est notamment bien décrit dans le livre Phoenix Project, que je vous recommande tous, parce que ça a été vraiment une belle révélation en le lisant. Et à un moment donné, le personnage principal dans ce livre arrive à parler à son CFO, et ce dernier lui dit « Je regarde 2 slides. La première correspond aux objectifs de l'organisation et du CFO, qui sont en fait des objectifs bien classiques de c'est quoi nos revenus, nos profits, est-ce que ma division des finances est opérationnelle. Et de l'autre côté, la deuxième slide, dont vous voyez quelques éléments ici à l'écran, qui vient de dire « Sommes-nous compétitifs? Est-ce que nous savons ce qu'on doit fabriquer? Avons-nous les bons produits ?» Donc des questions un peu plus difficiles à mesurer rien qu'avec des chiffres, mais qui demandent beaucoup plus d'efforts sur notre perception du marché, sur nos forces et nos faiblesses, pour notamment, est-ce que les clients obtiennent ce que l'on leur a promis? Quand on leur a dit, vous allez être livré à temps. On est-tu vraiment en retard? On livre-tu à temps ou en avance? C'est important de savoir pour le succès d'une organisation et sa survie. Et forcément, quand on parle de budget, on parle très souvent de contrat. Encore une fois, ici, je ne vais pas trop creuser. Selon le livre No Projects, A Culture of Continuous Value, le temps immatériel est peut-être le contrat le plus agile que vous pouvez trouver actuellement, mais je vous invite également à creuser de votre bord sur les procurements Lean Agile de Mirko Kleiner, qui ressemble beaucoup un peu au canvas qu'on voit avec les startups et du business lean, du lean business, pardon. Et avant de passer la balle, la puck et la main à Jean-Robin, j'espère que vous avez bien fait attention à toutes les singeries que l'équipe a fait en attendant. Sinon, c'est ce que vous avez eu, trop les yeux rivés sur les indicateurs. Effectivement, l'une des choses qu'on a tendance à omettre un petit peu dans la pléthore de métriques que nous avons généralement devant les yeux, c'est comment va mon équipe, comment se sent mon équipe. Je lui demande de travailler plus, je lui demande de me sortir des chiffres, des statistiques, je lui demande d'en faire toujours un petit peu plus. Mais au fond du fond, si mon équipe ne va pas bien, mon entreprise ne va pas bien, et c'est là où ça devient dangereux. Donc il y a plusieurs grands noms, et puis vous l'aurez reconnu ici, bien entendu, Sir Richard Branson, serial entrepreneur qui a révélé il y a quelque temps finalement que dans sa stratégie à lui, ce qu'il avait mis au cœur de tout, ce sont ses gens. Pourquoi? Parce qu'il explique que le client ne vient pas en premier, les employés viennent en premier, et si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de vos clients. Et on connaît tous le succès qu'a rencontré Sir Richard Branson, et c'est lui
ne comprend toujours pas encore comment les autres entreprises n'ont pas suivi le même chemin. Pourquoi d'autres entreprises continuent de mettre le client au cœur de leur stratégie, continuent à ne pas suivre le chemin de se faire vers ce nouvel Eldorado qui fait que des employés heureux font le succès d'une organisation. D'autres personnes et d'autres compagnies comme Southwest Airlines ont décidé d'emboîter le pas et ont à peu près la même stratégie, mais ce qui est assez révélateur, donc encore une fois c'est une compagnie low cost, c'est aujourd'hui la plus grosse compagnie aérienne au monde, et depuis 1957 c'est la compagnie qui a reçu le moins de plaintes de ses clients. Mes employés sont heureux, ben, ils vont bien traiter mes gens. Si les gens sont bien traités, si les clients sont bien traités, ben, ils auront tendance à revenir. D'autres entreprises, telles que Zappos, aussi ont mis le bonheur de leurs employés à l'intérieur de leurs organisations et de leurs stratégies, et puis on sait les succès qu'ils ont aujourd'hui. Alors vous me direz peut-être, mais le bonheur, oui, c'est subjectif, mais ça se maîtrise pas, ça se mesure pas. Comment je fais ça? Qu'est-ce que je fais pas? Ben, c'est vrai que c'était difficile de trouver des statistiques, et puis finalement en 2015, il y a une université qui s'est penchée un petit peu sur le sujet, l'université de Warwick, et puis ça va parler parce qu'on va parler de productivité à ce moment-là. L'université de Warwick s'est penchée sur le sujet et a déterminé que les employés heureux dans les organisations auront une tendance à être 12% plus productifs. Donc là, j'appelle nos gestionnaires à essayer de mettre un petit peu plus d'amour et recentrer un petit peu plus le débat sur nos gens. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une autre étude qui est sortie de l'Institut de Gallup qui explique que des employés pas heureux, malheureux, désengagés vont coûter très très cher à une organisation. Pourquoi? Parce qu'ils auront un taux d'absentéisme beaucoup plus important, parce qu'ils auront tendance à faire des accidents, et ils auront en moyenne une tendance à faire 60% d'erreurs en plus que les employés heureux. 60% d'erreurs en plus. C'est énorme. Comme je disais, il y a des entreprises qui ont suivi le pas, et puis celle qui est un petit peu au top du top, au top of the pop, c'est sûrement Google. Google, cette entreprise en l'occurrence, a mis beaucoup d'argent pour s'assurer d'avoir des employés heureux. Et ce qui lui a permis d'arriver avec un taux de productivité de 37% supplémentaire. Ils ont gagné en productivité à hauteur de 37%. Donc pourquoi se soucier aujourd'hui? Si vous vous posiez la question, pourquoi il faut se soucier du bonheur de nos salariés? Oui, ils sont heureux, on leur donne de l'argent. Merci, bonsoir. Non, c'est pas ça. Le bonheur des salariés, c'est un peu plus complexe que ça. Ça prend des gens qui sont motivés. On ne parle pas de motivation intrinsèque, on vient de parler de motivation extrinsèque, pardon, on vient de parler de motivation qui sont intrinsèques. Donc il existe un certain nombre d'outils pour essayer de comprendre et essayer de percevoir un petit peu ce bonheur, ce dynamisme et cette joie au travail. Dans les plus simples et les plus pratico-pratiques, on a le stress level ici ou encore le baromètre de l'humeur. Et finalement, c'est d'être capable d'être assez réactif, que ce soit pour un chargé de projet, un gestionnaire ou encore un Scrum Master, de prendre le pouls de l'équipe rapidement et puis d'essayer de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas et régler ces petits problèmes du quotidien. Un des autres exemples aussi, qui s'appelle le Nico Nico, qui veut dire sourire en japonais. J'espère qu'il n'y a pas de japonais dans la salle parce que j'ai peur de me planter. Qui veut dire sourire, en tout cas c'est l'onomatopée. C'est un outil qui est hyper intéressant à mettre en place, puisqu'en fait c'est un calendrier de l'humeur finalement. Donc vous affichez ça au mur et puis chaque jour, vos employés finalement vont aller coller le petit smiley sur comment ils se sentent dans la journée et comment il commence à évoluer par rapport au jour précédent. Ce qui est important de faire avec ça, c'est d'être capable d'être plus proactif plutôt que d'être réactif. L'idée, c'est d'avoir le pouls de l'équipe au quotidien, ce qui permet que finalement, notre Scrum Master, admettons, est capable d'aller régler ce problème assez rapidement, plutôt que d'attendre la prochaine rétrospective qui aura lieu dans 3 semaines. Et que cet irritant commence à gonfler. Tout problème a été petit un jour, il est devenu gros. Donc si on attend 3 semaines, c'est là où on risque de le prendre en plein dans la face. Une des autres métriques qui est intéressante et qui a été utilisée par Jeff Sutherland, en l'occurrence dans son équipe, il l'a intégré directement dans son organisation, c'est le happiness metric. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il a fait la corrélation finalement entre le bonheur et la vélocité. Et ce qu'il s'est aperçu dans cette étude-là, c'est que les deux sont intimement liés et que si le bonheur descend, la vélocité aura tendance à descendre. Et il a même suggéré que
D'habitude, quand le bonheur drop, environ 1 ou 2 sprints d'après, c'est là où la vélocité descend. Donc encore une fois, pour être proactif, et ce n'est pas pour faire du micromanagement, c'est juste pour s'assurer que nos gens vont bien, qu'ils sont heureux, finalement pour s'assurer qu'on ait une productivité, qu'on ait une vélocité constante, c'est là, on veut être proactif, on s'assure que nos gens vont bien. Si nos gens vont bien, le travail sera là, sera présent, les gens seront heureux, seront créatifs, seront innovants et auront envie de se dépasser un peu. Vouloir que l'équipe soit heureuse ne veut pas forcément dire on va mettre des baby-foot partout. Puis l'un des derniers que bon nombre d'entre vous connaissent, j'imagine, c'est le bilan de santé Spotify. On est plus à l'échelle, on peut l'utiliser dans une équipe lors d'une rétrospective pour faire un petit peu le point sur un certain nombre d'éléments, comme la collaboration avec des équipes, comme la collaboration dans l'équipe, comme la mission, comme est-ce que les gens ont du plaisir, est-ce que tout va bien. Et l'intérêt de le faire dans une équipe, mais aussi à l'échelle d'un projet, c'est parce qu'on est capable de prendre des actions et sur les problématiques d'équipe, mais aussi d'un point de vue plus systémique, de regarder ce qui se passe plus haut. Parce que si j'ai mon équipe à moi qui me dit que la communication, ça ne va pas, je vais travailler au niveau opérationnel avec l'équipe et je vais me dire, OK, on va essayer de trouver des choses. Mais si j'ai une visibilité plus systémique, plus haut niveau, je vais être capable de me dire, moi, en tant que gestionnaire, OK, comment on est capable d'améliorer ça à l'échelle du projet? Donc c'est important de faire cet exercice 2-3 fois par an, ce qui va permettre d'avoir une bonne visibilité et puis de voir les axes d'amélioration à travers le temps. Donc j'espère qu'à travers cette avant-dernière destination sur les autres métriques agiles, on vous a donné l'envie d'aller creuser, d'aller fouiller, d'être curieux sur ces différentes pratiques pour pouvoir les apporter dans vos équipes. Et vous voyez ici qu'on a annulé le dernier vol alors qu'il nous reste encore un peu de temps, mais c'est parce qu'on n'a pas de tableau de bord à vous donner. On pourrait vous dire, mettez tous les indicateurs au tableau. Vous allez vous retrouver comme le Concorde en 1960, où vous avez tellement de paramètres et de métriques devant vous que vous ne voyez même plus ce qui se passe dehors. Et ce serait beaucoup trop nocif pour vos équipes. Par contre, on peut vous dire, essayez de construire un tableau de bord qui est évolutif. Encore une fois, ici, avec l'image que l'on voit, quand on va être au décollage du Starship, puis qu'on va être en orbite avec le Starship d'Elon Musk et SpaceX, ce n'est pas du tout les mêmes paramètres qu'on va vouloir mesurer, parce que le contexte dans lequel on va évoluer est différent. C'est d'ailleurs, je crois, Scott Embler qui a écrit tout récemment que oui, vos métriques d'équipe doivent être adaptées au contexte dans lequel évolue votre équipe. Vous allez avoir des métriques différentes quand votre équipe est en démarrage. Vous allez avoir des métriques différentes quand votre équipe est mature ou a obtenu une certaine stabilité et vous semble performante. Donc, faites un tableau de bord évolutif et adaptatif. Et c'est là-dessus que se termine notre présentation. Je vous remercie de votre attention. Avant de vous laisser sortir de l'appareil, est-ce que vous avez des questions? Merci. Oui, allô? Concernant le niveau de bonheur des employés, qu'est-ce que vous recommandez pour la fonction publique quand on se fait dire que ça paraît mal de rendre les employés heureux? Pas très bien compris la question, excuse-moi. Oui, concernant la fonction publique, qu'est-ce que vous recommandez quand les gens de la fonction publique se font dire que ça paraît mal de rendre les employés heureux? Pardon? Est-ce que tu peux spécifier un petit peu quand tu dis rendre heureux? Parce que Ouais. ce que je comprends, c'est que... Imaginez que les boss de la fonction publique fassent en sorte que les gens de la fonction publique soient heureux quand ils rentrent le matin, qu'ils s'amusent dans la journée. Les boss ont peur que si ça passe à la télévision, qu'on dise que l'argent des contribuables sert à ce que les employés s'amusent au travail. OK, je comprends ta question. En fait, ce qui dit bonheur ne dit pas nécessairement on va faire des cours de pâte à modeler, du découpage ou ce genre d'affaires-là qui vont effectivement dépenser de l'argent public pour pas grand-chose. Il y a d'autres manières de rendre les gens heureux. Ce n'est pas nécessairement avec ce qu'on appelle des motivations extrinsèques comme de l'argent
ou faire des ateliers de découpage. Il y a d'autres moyens de rendre nos gens heureux. Il y a des motivations qui sont plus intrinsèques. Et puis Daniel Pink, qui a écrit un livre là-dessus, qui parle finalement des motivations qui touchent les compétences. Donc, qu'est-ce qui rend les gens heureux et motivés? C'est de travailler autour des compétences. Donc, dans la fonction publique, est-ce que moi, en tant qu'employé, je suis heureux? Est-ce que je peux augmenter mon niveau de bonheur et mon niveau de joie? Oui. En faisant quoi? En travaillant, en apprenant de nouvelles choses, de nouvelles compétences, de nouveaux éléments. Et puis ça vient satisfaire quelque chose, un besoin d'apprentissage. Un autre des éléments, c'est l'autonomie. L'autonomie dans vos projets. Plus vous êtes autonome, plus vous êtes libre de créer, de trouver des solutions. Et c'est d'avoir une vision qui supporte un peu tout ça. Donc, dire que dans la fonction publique, c'est une critique, ça dépend ce qu'on met dans le bonheur, effectivement. Si on vous rend heureux à grands coups de valises remplies de billets, c'est pas le bon chemin. Il faut travailler autour de ce qui rend les gens heureux au quotidien et ce qui les motive vraiment. Et puis c'est en questionnant, c'est en nous parlant, de savoir, moi, en tant que gestionnaire, si je te pose la question à toi, qu'est-ce qui te rendrait heureux dans ton travail? Est-ce que c'est changer de projet? Est-ce que c'est de monter dans les échelons peut-être? Ou est-ce que c'est prendre des formations qui viendraient te stimuler un petit peu plus ou apprendre juste une autre techno? Et ça, c'est te rendre heureux. À mon sens, en tout cas, c'est juste avoir une communication, un échange pour savoir qu'est-ce que toi, tu as envie de faire. Je rajouterais que ça vient aussi, peut-être un des éléments le plus de base, c'est pour beaucoup juste se sentir écouté, que ce soit par rapport à ce qui nous plaît ou ce qui ne nous plaît pas dans le travail qu'on fait au quotidien, peut être déjà un élément qui va venir augmenter ton bonheur au travail. Dans certaines équipes, j'ai des anciens collègues ici qui pourront le confirmer, rien que le fait de dire aux gens, dès que tu vois quelque chose au cours de ton sprint qui te dérange, écris-le sur un post-it, on va faire notre mur des complaintes, ça va devenir nos principaux sujets de conversation à la prochaine rétrospective. Ils ne vont pas se sentir oubliés. Donc, on va leur donner aussi la parole pour s'exprimer. Donc, c'est déjà un premier élément aussi de base qui pourrait venir compléter de nouvelles pratiques peut-être dans certains ministères. Ça a répondu à ta question? Merci. Bonjour. Je vais essayer de bien expliquer ce que mon idée, en tout cas. Ma direction me demande des tableaux de bord. Eux, ils ont leur système, ils ne sont pas agiles. Moi, je suis agile. J'arrive avec ma vélocité qui est la mienne. J'ai d'autres équipes qui ont la leur. Puis ça, c'est correct, on est séparés. Sauf que quand je dois me rapporter aux indicateurs qu'eux me demandent, je n'ai pas ces indicateurs-là. Je peux leur parler du bien-être, je peux parler de ma vélocité, je peux parler de plein de choses, mais eux, ce n'est pas ce qu'ils s'attendent. Puis ni ma directrice, et encore moins ma VP, et encore moins plus haut, qui ne sont pas du tout agiles, ou qui ont leur idée de l'agilité qui n'est pas celle que moi je vis sur le plancher. Comment est-ce qu'on consolide les deux? Encore une fois, un peu comme l'a dit Jean-Romain, c'est d'aller avec un aspect plus de communication et de discussion avec ces gens-là. Dans Phoenix Project, puis il y a d'autres lectures aussi qui mentionnent qu'à un moment donné, les gens des TI sont allés parler aux gens des finances. Puis en fait, les gens des finances, ils ne veulent pas savoir le nombre de points qu'on a mis pour livrer quelque chose. Ils ne veulent pas savoir qu'on est capable de faire 35 points pendant un mois. Ce qui les intéresse, en fait, c'est surtout les dépenses d'exploitation. Qu'est-ce qui nous permet de capitaliser? Qu'est-ce qui nous permet de faire les opérations? Et en fonction de ça, c'est là-dessus qu'ils font leur rapport financier annuel. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui ont rajouté beaucoup de bruit sur la ligne par rapport à ça. L'autre point, je dirais, c'est en tant que Scrum Master ou coach agile ou personne, on va chargé de projet agile, peu importe, l'objectif va être d'adapter aussi les indicateurs de l'équipe. On peut laisser l'équipe fonctionner avec ces métriques super agiles, mais à un moment donné, il faut faire le pont avec, on va dire, l'autre monde, excusez-moi pour ce côté un peu plus peut-être péjoratif, mais il faut être capable de justement d'aller essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent qu'on mesure, qu'est-ce qu'ils ont besoin de lire pour se rassurer. Et donc, ça peut être aussi toujours sur la discussion de faire on avait appelé ça des rapports hybrides, mais il y a des moyens pour justement faire le pont et être une interface entre ces deux équipes-là. Ça répond à la question.
Il y a d'autres questions? Non? Je vais évacuer. Merci. Éric Wursthuizen et Jean-Romain Cordier pour les remercier officiellement de leur prestation. Aujourd'hui, vous pouvez donc aller sur agilequebec.ca pour remplir le sondage d'appréciation. Ce sera la meilleure façon de les récompenser pour cette excellente conférence qu'on vient de vous livrer aujourd'hui.